réaliser des films, il faut très souvent se battre. Et quand on est une femme noire, dans les années 60-70 en France, le combat est encore plus rude. Sarah Maldoror a vécu toutes ces difficultés. Malgré tout, elle a réussi à faire une 40aine de films. Des courts, des longs, des fictions, des documentaires, beaucoup de documentaires sur Aimé Césaire, ce poète et homme politique martiniquais qu'elle a suivi tout au long de sa carrière. Mais qui était vraiment Sarah Maldoror ? Pour faire connaissance, nous avons retrouvé dans les archives un extrait de l'émission Encre Noire, diffusée sur RFO en 1997. Interrogée par la journaliste Catherine Lepelletier sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage, Sarah Maldoror, de père guadeloupéen, répond avec sa franchise naturelle. L'abolition de l'esclavage, moi, ça ne m'intéresse pas, madame. Pour moi, l'abolition de l'esclavage, c'est terminé. On ne peut pas vivre continuellement sur son passé. C'est fini. Donc pas de commémoration nécessaire? Pour moi, personnellement, pas de commémoration, mais non. Pourquoi? Non, ce qui est important, c'est de voir l'histoire de la Guadeloupe. C'est de voir Delgrès, ce qu'il a fait, lui, contre le rétablissement de l'esclavage. Mais on ne va pas toujours être là, le dos courbé, en se disant, mon Dieu, on a été esclave, on a été esclave. Les cérémonies commémoratives, ce n'était visiblement pas son truc à Sarah Maldoror. Elle, ce qu'elle voulait, c'était raconter des histoires à sa façon, résolument poétique. Alors Louis Delgrès, ce héros qui a lutté contre le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe, imposé par Napoléon en 1802, elle voulait en faire un film, Les Révoltés du Matouba. Mais le projet n'a pas abouti. Comme tant d'autres, nous le verrons. Qu'importe, la réalisatrice a tracé sa route avec volonté, bienveillance, ténacité, humour et une curiosité vivifiante. Vous écoutez Histoires, une collection de podcasts produite par le pôle Outre-mer de France Télévisions. Je suis Cécile Baquet et je vous propose de retracer en 2 épisodes le parcours de Sarah Maldoror qui mérite d'être connue et reconnue. Premier épisode, naissance d'une cinéaste. Sarah Maldoror est née en 1929 dans un petit village du Gers d'un père guadeloupéen. Elle ne souhaitait pas parler de son enfance. Ses 2 filles, Anouchka et Enda, gardiennes et messagères de la mémoire de leur mère, respectent son souhait. On sait donc très peu de choses sur ce qu'elle a vécu avant son arrivée à Paris dans les années 50 et sur ses parents. Sa maman est morte très tôt. Enda Ducados, fille cadette de Sarah Maldoror. Et son père aussi. On peut seulement dire que son père était d'origine de Marie-Galante et qu'il a dû arriver en France après la Première Guerre pour travailler. Et il a rencontré cette jeune femme de la région de Moissac avec qui il a eu 4 enfants. Et la petite enfance de Sarah a eu lieu à Condom et après ils sont partis vers Toulouse. Et j'imagine qu'ils sont partis vers Toulouse parce que le papa a été interné à Toulouse avant de décéder. On n'a pas plus d'informations que ça. Elle n'en parlait pas du tout, Sarah Maldoror, de son enfance? Non. C'était un sujet qu'elle évitait? Je ne dirais pas qu'elle l'évitait. Je pense que c'était quelqu'un de très optimiste et qui ne s'est jamais apitoyé sur son sort et qui disait que sa vie a commencé à l'âge de 18 ans quand elle est arrivée à Paris. Son père est mort très tôt. Anouchka de Andrade, fille aînée de Sarah Maldoror. Et sa mère était du Gers, c'était gersoise. Donc on a des bribes, on sait des choses, on en sait par ses frères et sœurs, mais on ne le partage pas puisqu'elle ne voulait pas. Donc je pense que c'est important de respecter son choix. Certes, oui, elle a donc un père qui vient de Marie-Galante, en Guadeloupe. François Piron, commissaire de l'exposition Sarah Maldoror. Une mère qui est du Gers. Le père, je crois qu'il est venu en tant que conscrit pendant la Première Guerre mondiale et il est resté donc dans l'Hexagone. Et voilà, elle a perdu ses parents assez vite, je crois. Donc on connaît relativement peu de choses de son enfance et de son adolescence. C'est vraiment un personnage auto-construit. Un personnage auto-construit, Sarah Maldoror. Elle s'est faite
toute seule, sans réseau. Quand elle débarque à Paris, de son Gers natal après-guerre, elle noue des amitiés avec des intellectuels, des poètes. Elle s'intéresse aux combats décoloniaux. Et très tôt, dès le milieu des années 50, elle délaisse son nom officiel, Marguerite Sarah Ducados, pour Sarah Maldoror. Ce nom apparaît notamment sur les documents imprimés de la compagnie Les Griots, une troupe de théâtre qu'elle va monter avec d'autres comédiens noirs. Évidemment, en tant qu'enfant, on s'est interrogé pourquoi Maldoror alors que ce n'était pas notre nom. Anouchka de Andrade. Et on savait que ce n'était pas non plus son nom civil. Et enfant, elle nous disait « mais parce que c'est joli ». Mais bon, ensuite, effectivement, on a fait plus de recherches et je me suis interrogée, puisque depuis son décès, je participe à beaucoup d'événements autour d'elle et que j'ai décidé de faire vivre sa mémoire. Et donc, il a fallu que je creuse un petit peu et que je me rapproche autrement, non pas de la mère, mais de la cinéaste qu'elle était. Maldoror, c'est un personnage cruel inventé par Lautréamont dans Les Chants de Maldoror, publié en 1869. Ce livre tombé dans l'oubli a été redécouvert au début du XXe siècle par les surréalistes. Sarah se choisit donc un nom à la fois poétique et monstrueux. Un acte fondateur, selon sa fille, Anouchka de Andrade. Alors, évidemment, d'avoir choisi ce nom qui vient des Chants de Maldoror de Lautréamont, on pense tout de suite au surréalisme, on pense tout de suite à la rébellion de ce personnage et qui vraiment fait écho à sa vie. Ensuite, indéniablement vient la poésie, puisque c'est quelque chose qui a toujours été très important dans sa vie. Et moi, je considère que c'est d'abord une poétesse avant d'être une cinéaste. Et la troisième dimension dans ce choix, c'est quelque chose qui a un lien avec la politique. C'est le fait de dire que, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle était guadeloupéenne, et comme tous ces anciens esclaves, c'est les esclavagistes qui nommaient leurs marchandises humaines. Et donc, en disant « même moi, je vais me choisir mon nom », c'est comme un geste qu'elle renvoie à la figure en disant « maintenant, c'est moi, je décide pour moi, je commence par me nommer ». Et le fait de se nommer, je l'interprète comme son premier geste politique. Et ce premier geste politique, pourrait-il être inspiré par un auteur qu'elle a toujours lu et apprécié ? C'est la théorie de François Piron, commissaire de l'exposition Sarah Maldoror, cinéma tricontinental, qui a voyagé de Paris à Pointe-à-Pitre. Moi, j'ai une idée que je ne pourrais pas prouver, mais il y a quand même un auteur qui a utilisé le nom de Maldoror en 1950, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire, dans le discours sur le colonialisme, utilise à un moment la figure de Maldoror comme métaphore du capitalisme. Et je me dis, s'il y a bien un livre que Sarah, certainement, assurément a lu dans ses jeunes années, c'est bien ce livre-là d'Aimé Césaire. Et voilà, moi je suis prêt à parier que c'est de là qu'elle le sort. Et choisir ce nom, qui est l'incarnation du mal, ça peut paraître un peu paradoxal ou étonnant. J'ai l'impression que pour quelqu'un qui doit se construire, comme Sarah, qui est une jeune femme qui n'a pas de famille, qui ne doit compter que sur elle-même, dans le Paris des années 50, et pour une jeune femme noire, je pense que ça n'a rien d'évident. Il faut une armure, il faut une carapace, et je pense que Maldoror, c'est son armure. Avec son nom comme armure, Sarah Maldoror affiche sa curiosité. À Paris, elle fréquente la maison d'édition Présence africaine, créée par l'intellectuel sénégalais Alioune Diop, professeur puis sénateur. Un personnage incontournable pour qui s'intéresse à l'Afrique et ses diasporas à Paris. C'est lui qui publie ce petit livre toujours d'actualité et très accessible, Le discours sur le colonialisme, signé Aimé Césaire. L'esprit qui a donné naissance au colonialisme perdure, il existe encore. Et en tout cas, il y a une chose qui demeure et contre lequel le combat ne doit jamais cesser. Je veux parler du racisme. Alioune Diop et Christiane, son épouse, créent ensemble la librairie Présence africaine, surnommée la Sorbonne Noire.
Un lieu où les intellectuels et les étudiants d'Afrique et de la Caraïbe se croisent et se parlent librement. Pour Sarah Maldoror, Présence africaine, c'est une nouvelle famille. Sarah est arrivée à Paris donc au milieu des années 50 avec une ambition, c'est de faire du théâtre. Elle voulait être comédienne. Anouchka de Andrade. Mais la première chose qu'elle a faite quand elle est arrivée à Paris, c'est de fréquenter la librairie et maison d'édition Présence africaine, qui était vraiment un lieu qui a cristallisé toute une époque, toute une génération, où se retrouvaient tous ces poètes et écrivains, mais du monde noir. Et là, pour la première fois de sa vie, elle s'est retrouvée entourée de personnes qui lui ressemblaient et un peu chez elle. Ça a été comme un foyer. Elle qui n'en avait pas, c'est une orpheline quand elle arrive à Paris. Et à Paris, en 1956, le fondateur de Présence africaine, Alioune Diop, organise un congrès international des écrivains et artistes noirs. L'affiche est signée Pablo Picasso. Ce colloque rassemble notamment les Martiniquais Aimé Césaire, Frantz Fanon et Édouard Glissant, l'Américain James Baldwin ou encore le poète haïtien René Depestre. Sarah Maldoror suit toutes les conférences. Dans les archives de RFO, nous avons retrouvé un reportage de 2006, signé Gabriel Lorne, sur le 50e anniversaire de ce congrès fondateur. Célébration ce mardi à la Sorbonne du cinquantenaire du premier congrès des écrivains et artistes noirs, dans la même salle de la même université de la Sorbonne, où en 1956 s'est retrouvée la première génération d'intellectuels d'Afrique et de sa diaspora. Les participants à un tel événement. Édouard Glissant, philosophe à l'origine du concept de créolisation. Pour la première fois, en venaient à mettre ensemble leur vision et leur conception du monde, qui tournaient toutes autour du fait colonial. Ce congrès aura été peut-être à la fin du XXe siècle l'une des rencontres les plus fécondes de la vie internationale. René Depestre, poète haïtien. Parce qu'il a débouché sur des œuvres de grands historiens, de grands écrivains, d'artistes en tout genre. Ce congrès international des écrivains et artistes noirs revêt une importance particulière pour Sarah Maldoror. C'est là qu'elle écoute et rencontre de plus près des intellectuels tels qu'Aimé Césaire et Léon Gontran-Damas, sur lesquels elle fera de très beaux documentaires. C'est là aussi qu'elle tisse une relation amoureuse avec Mario de Andrade, avec qui elle aura 2 filles, Anouchka et Enda, que nous avons entendues à plusieurs reprises. Mario de Andrade est un poète angolais et un personnage clé dans la lutte pour l'indépendance des colonies portugaises en Afrique. Et au congrès des écrivains et artistes noirs en 1956, la décolonisation est au centre des débats. C'est un événement important pour toute une communauté de gens qui sont préoccupés et actifs dans les luttes de libération, dans les luttes de décolonisation. François Piron, commissaire de l'exposition Sarah Maldoror. Et Sarah fait déjà partie d'un cercle très actif à cet endroit-là. On sait qu'elle a rencontré déjà Mario de Andrade, qui est arrivé de Lisbonne à Paris autour de 1953, je crois. Et Mario de Andrade travaille à Présence africaine et il est un des organisateurs de ce congrès. Ce que l'on sait, c'est qu'il a aidé à l'organisation du congrès, puisqu'il faisait partie de l'équipe de Présence africaine. Enda Ducados, fille cadette de Sarah Maldoror. Je pense qu'il a aussi invité les écrivains lusophones à y participer. Il est sur la photo finale, il est dans l'organisation, et Sarah, elle a dû être aussi un peu dans l'organisation, mais plutôt comme une petite main, parce que c'est elle qui c'est Mario qui écrit la résolution, mais qui la dicte à Sarah. Donc on a le document où c'est l'écriture de Sarah, mais c'est la parole de Mario. Au premier congrès international des écrivains et artistes noirs en 1956, Aimé Césaire frappe les esprits par son éloquence. Mario de Andrade le connaît bien. En tant qu'éditeur à Présence africaine, il a travaillé sur le manuscrit du cahier d'un retour au pays natal, une œuvre importante d'Aimé Césaire.
Lors de ce congrès fondateur, Sarah Maldoror poursuit sa construction intellectuelle et politique. En parallèle, elle prend des cours de théâtre à l'école de la Rue Blanche à Paris et elle monte avec d'autres jeunes comédiens noirs la compagnie Les Griots. En participant au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui a lieu à la Sorbonne en septembre 1956, elle va rencontrer d'autres jeunes personnes comme elle. Anouchka de Andrade. Toto Bicinte de Haïti, Samba Babakram du Sénégal, Timiti Bassori de Côte d'Ivoire. Et tous les quatre ont envie de faire du théâtre. Donc ils disent, eh bien très bien, on va se former. Et ils vont tous les quatre se présenter au concours d'entrée de cette école. Ils vont être tous les quatre reçus et commencer une formation. Mais là, ils sont confrontés à une réalité, c'est que ils sont noirs, on leur propose que des rôles de domestiques. Donc Sarah leur dit, il n'en est pas question, partons et créons notre propre compagnie. Et c'est comme ça qu'ensemble, tous les quatre, ils ont créé la première compagnie de théâtre noir à Paris, donc Les Griots. Et la première pièce qui monte, c'est Huis clos de Sartre. D'abord parce que c'est une pièce à 4, donc ils étaient 4. Voilà, personne, je pense, même Sartre, n'avait pas eu l'idée que Huis clos aurait pu être joué par des personnes noires. De cette pièce-là, il n'y a pas de documentation qui subsiste, je crois. Et donc très vite après, il y a cette idée géniale de Sarah qui écrit à Jean Genet, ayant entendu dire qu'il était en train d'écrire une pièce qui s'appelle Les Nègres. Donc elle lui écrit pour lui demander de mettre en scène cette pièce. Et Genet accepte, et donc ça va être une pièce qui sera montée autour de 58-59 et qui va être un énorme succès et qui va véritablement lancer la compagnie. Après, à l'intérieur de cette compagnie, Sarah, c'est un météore. Donc, au moment où la pièce est jouée, Sarah, elle est déjà partie. Elle a déjà quitté la compagnie, elle a déjà quitté la France aussi. Elle est partie sur le continent africain et elle a un nouvel objectif, c'est faire du cinéma. Avant de partir pour la Guinée de Sékou Touré, Sarah Maldoror trouve le temps d'accorder une longue interview à Marguerite Duras dans France Observateur. On est en février 1958. Marguerite Duras n'a pas encore eu son prix Goncourt pour L'Amant, mais elle a déjà écrit son magnifique roman intitulé « Un barrage contre le Pacifique ». Sarah Maldoror est interviewée par Marguerite Duras en tant que porte-parole de la compagnie Les Griots. Elle parle des Nègres, la pièce de Jean Genet, auteur très connu à l'époque. Elle ne mâche pas ses mots sur les relations entre blancs et noirs. Extrait de l'interview de Sarah Maldoror par Marguerite Duras dans France Observateur, le 20 février 1958. Nous ne serons jamais libres tant que vous nous verrez comme vous nous voyez. Il faut que nous vous débarrassions de l'idée que vous avez des nègres pour que nous soyons des nègres libres. Nous avons besoin que vous appreniez à nous connaître à travers une égalité de rapport et que vous oubliez même ce qu'on vous a appris à l'école sur les nègres. Parce que vous, qui êtes là à me questionner et qui croyez connaître le problème des nègres, vous ne le connaissez pas. Je pense que l'interview est très très intéressante parce qu'il y a une cohérence dans ce qu'elle dit et ce qu'elle dit, elle l'a toujours dit. Enda Ducados. On sent qu'il y a une vision, que Sarah ne parle pas dans le vide. Elle a toujours été fidèle à ses engagements. Je sens un engagement qui ne l'a jamais quitté. Voilà. Et quel engagement ? L'engagement de dire qu'il est important qu'il y ait une connaissance mutuelle entre les Noirs et les Blancs, qu'il est important qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il est important qu'il y ait un autre regard. Cette interview, la réalisatrice Christine Lipinska l'a découverte récemment. Elle qui a si bien connu Sarah Maldoror avoue être bluffée par tant de liberté et de sincérité. Elle m'a marquée parce qu'elle parle des nègres et des blancs. Et elle dit à Marguerite Duras, tant que vous ne changerez pas, on ne changera pas. C'est à vous d'avoir un autre regard, et votre regard est terrible et vous n'y connaissez rien. J'ai trouvé ça assez culotté de dire ça à une notoriété comme Duras quand on a 30 ans, quoi, en fait. Et attaquer comme ça les Blancs tels qu'elle le formule, j'ai trouvé ça assez culotté, voilà. Mais elle était comme ça donc à 30 ans. Moi, je n'ai pas connu quand elle avait 30 ans, évidemment. Mais du coup, je me suis dit, elle a toujours été comme je l'ai connue, quoi, en disant aux gens ce qu'elle pensait. Si Christine Lipinska a si souvent côtoyé Sarah Maldoror, c'est que la réalisatrice guadeloupéenne était la grande amie de sa mère, Suzanne Lipinska, dénommée aussi Suzon.
Et pour comprendre qui était cette bienfaitrice des artistes, je me suis rendue en Normandie, au moulin d'Andé. C'est un moulin très ancien, situé sur un bras de la Seine. Son origine remonte au XIIe siècle. Des scènes de films de François Truffaut ou de Jean-Paul Rapneau y ont été tournées. Aujourd'hui, l'association culturelle et la résidence d'artistes fondée par Suzanne Lipinska est dirigée par son petit-fils Stanislas. Qui était sa grand-mère, Suzon ? Voici le portrait qu'il nous en fait. Suzon, c'était vraiment une personnalité très forte, évidemment. C'était une féministe. C'était une personne qui a divorcé en 1956, chose tout à fait inimaginable à l'époque. Et puis, c'était une femme extrêmement généreuse, qui était fille unique, et donc qui avait hérité de son père, qui était un industriel, donc très riche. Et donc, elle avait un peu une espèce de complexe d'avoir eu autant pour elle-même. Et donc, plutôt que de s'acheter des maisons et autres biens ou bijoux et autres, elle avait envie plutôt de développer son moulin pour pouvoir accueillir des artistes, ce qu'elle a fait, et notamment avec Sarah et puis tous les artistes qui sont passés ici, pouvoir les aider, pouvoir les soutenir et dédier tout son argent justement aux autres. Comment Sarah Maldoror est-elle arrivée dans les années 50 au moulin d'Andé ? Christine Lipinska se souvient du récit de sa mère, Suzon. Par Mario de Andrade, en fait. C'est Mario qui a amené Sarah, en disant à Suzon, j'ai trouvé une petite. C'est Suzon qui racontait ça, j'ai trouvé une petite qui devrait te plaire. Voilà, donc c'est Mario qui a amené Sarah. Mais c'est comme ça souvent que ça se passe au moulin. Là, on emmène un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre. L'histoire du moulin est faite que de rencontres comme ça. Et puis il y en a qui... Mario a un peu disparu du moulin, entre guillemets, et Sarah est restée. Toute sa vie, Sarah Maldoror a été fidèle au moulin d'Andé et très proche de Suzanne Lipinska, qu'elle a souvent entraînée dans ses voyages à l'autre bout du monde. Nous en reparlerons. Et à ce propos, dans les années 50, après avoir fait la promotion de la pièce de théâtre Les Nègres de Jean Genet par la compagnie Les Griots, Sarah Maldoror part en Guinée avec Mario de Andrade, son compagnon et futur père de ses 2 filles. Mon père était un poète et un homme politique. Il avait déjà écrit beaucoup d'articles, une anthologie de la poésie africaine d'expression portugaise, et c'était également un homme politique très engagé. Il était un des fondateurs du mouvement pour la libération de l'Angola et donc le premier président de ce mouvement. Et la Guinée venant d'être indépendante, le président Sékou Touré invite les leaders des mouvements politiques à venir à Conakry. Il leur offrait les conditions matérielles de vie, évidemment un peu d'argent et aussi les passeports correspondants pour leur permettre de voyager. Donc le bureau du MPLA se déplace à Conakry et Sarah accompagne Mario et va s'installer avec lui à Conakry. Mario et Sarah vont s'installer à la fin des années 50, vers 58, 59, en Guinée-Conakry, parce que c'est un pays francophone, nouvellement indépendant, et donc c'est un endroit, une base arrière, on va dire. François Piron, commissaire de l'exposition Sarah Maldoror. Et c'est de la Guinée-Conakry que Sarah fait ce cheminement intellectuel où elle se dit, bon, le théâtre, peut-être... c'est un truc en France qui fonctionne dans un milieu culturel, mais si je veux vraiment avoir une efficacité politique, peut-être qu'il faut faire autre chose. Et donc le cinéma apparaît comme une possibilité pour elle. Et donc c'est depuis la Guinée-Conakry qu'elle obtient une bourse pour étudier le cinéma à Moscou, en URSS à l'époque. À Moscou, Sarah Maldoror suit les cours du cinéaste Marc Donskoy. Elle côtoie l'un des grands réalisateurs africains, Ousmane Sembène. Enceinte de sa première fille, Anouchka, qui va naître en Russie, elle mène jusqu'au bout ses 2 années d'études. Mais la vie quotidienne en Union soviétique est rude. Ça s'est très bien passé sur le plan pédagogique. Elle a beaucoup appris, c'était formidable parce que c'était une école qui lui permettait d'apprendre tous les différents métiers liés au cinéma.
Après, sur le plan humain, c'était pas évident, c'était très très raciste. Elle a été confrontée et surprise, parce qu'elle s'imaginait que la grande patrie du socialisme allait être plus accueillante. Et c'était les premiers étudiants noirs qui arrivaient à Moscou, donc ça a été une grande déception, une grande difficulté qu'elle a dû affronter. Voilà, elle est restée 2 ans et demi et elle est rentrée effectivement avec moi. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu aussi froid de sa vie, qu'elle avait aussi découvert le racisme profond à Moscou. Mais néanmoins, donc, elle a quand même tenu 2 ans sans faire beaucoup d'allers-retours. Elle est restée vraiment à Moscou. C'est plutôt Mario qui est allé la voir. Elle a eu aussi un enfant, parce qu'Anouchka naît à Moscou. Donc je pense que ça passe vite, ces 2 ans. Elle ressort quand même avec une grammaire cinématographique, oui, très inspirée de ces cinéastes qui sont les héritiers des avant-gardes, qui sont les héritiers d'Eisenstein et Donskoy en fait partie. C'est des gens un peu de l'appareil, on va dire. Hein, et cette grammaire, elle va l'appliquer dans son cinéma, une certaine manière de symboliser les émotions, d'avoir aussi vraiment quelque chose de très structuré dans ses montages. Une fois son diplôme soviétique de réalisatrice en poche, Sarah Maldoror veut faire du cinéma. Mais elle donne d'abord naissance à sa 2e fille, Enda, à Rabat au Maroc. Puis la famille s'installe dans l'Algérie indépendante depuis 1962. Alger est alors le point de ralliement des luttes anticoloniales. Sarah Maldoror participe alors à un film très important, La bataille d'Alger, de Gillo Pontecorvo, qui retrace la lutte entre les indépendantistes et les parachutistes français utilisant la torture. Le tournage a lieu en 1965 à Alger. Le film sera interdit à la télévision française jusqu'en 2004. Donc Sarah, au retour de ses études et avec 2 jeunes enfants, oui, elle cherche du boulot. Donc elle tombe sur ce tournage qui est un tournage italien, Gillo Pontecorvo, pour un film vraiment à charge sur le rôle de la France et les tortures, etc., dans la guerre d'Algérie. Et donc ça explique aussi que ce film, oui, n'a pas eu une très bonne presse, malgré tous les prix qu'il a reçus internationaux. Ce film, effectivement, a été invisible en France très longtemps. Oui, non, c'est un classique, c'est un film qui est magnifique. Enda Ducados, fille cadette de Sarah Maldoror. Non, tout ce que je me souviens dans tout ce qu'elle disait, c'est que être assistant, elle disait toujours, c'est être à l'écoute et avoir des yeux partout, quoi, parce que l'idée, c'est d'apprendre et de répondre aux ordres, quoi. Et je me souviens que Gillo Pontecorvo lui donnait des ordres en disant, elle disait que elle était la petite main, quoi, mais elle s'en est jamais plainte. Elle a toujours pris ça comme un apprentissage extraordinaire. Grâce à cet apprentissage extraordinaire et à ses études à Moscou, Sarah Maldoror va s'attaquer à son premier film, un court-métrage dénommé Monangambé. Quant à la bataille d'Alger, sur lequel Sarah Maldoror a travaillé, c'est un film remarquable qui n'a pas pris une ride. Il a remporté le Lion d'or à la Mostra de Venise en 1966. Selon Enda Ducados, Monangambé, le premier film de sa mère, a une certaine filiation avec la bataille d'Alger. C'est le premier, c'est du noir et blanc, je trouve que c'est aussi un court-métrage très poétique, très surprenant, très beau, je pense encore très actuel, il y a de très 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 belles images. On sent aussi l'influence de Gillo Pontecorvo. On sent qu'elle a été influencée par son travail quand on voit Monangambé. Monangambé, le premier court-métrage de Sarah Maldoror, est l'adaptation d'une nouvelle de José Luandino Vera, un auteur angolais que Mario de Andrade, le compagnon de Sarah, a traduit pour les éditions Présence africaine. Sarah Maldoror commence donc sa longue et prolifique carrière de réalisatrice. C'est ce que nous explorerons dans notre 2e épisode, Sarah Maldoror, itinéraire d'une réalisatrice pionnière. À la réalisation, c'était Bruno Dessommes et Cécile Baquet. Archives sonores et lecture, Claudia Soto. C'était Histoires, une collection de podcasts produite par le pôle Outre-mer de France Télévisions. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site lapremière.francetvinfo.fr.